Pierrick Foot, j'espère que ça va. Comme tu le sais, Vladimir Poutine a donné l'ordre à l'armée russe d'envahir l'Ukraine il y a de ça 15 jours. Dès lors, de nombreuses répercussions dans le monde du sport sont tombées en ce qui concerne la Russie, et notamment dans le monde du football. Mais avant ça, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager si la vidéo te plaît. Comme tu le sais, l'Ukraine et la Russie sont en guerre depuis mars 2014 et l'annexion de la Crimée par le pays des Tsars. Si le conflit entre les deux pays était présent d'une certaine façon, celui-ci s'est réellement accentué à partir d'octobre 2021 avec l'avènement de troupes russes qui s'entraînaient en territoires ukrainiens avant de réellement partir en guerre en février 2022. Les fédérations internationales sportives n'ont pas tardé à répondre à l'envahissement de la Russie en Ukraine, notamment l'UEFA qui a décidé de ne pas maintenir la finale de Ligue des Champions prévue en mai prochain à Saint-Pétersbourg et qui l'a délocalisée au Stade de France à Saint-Denis. Dans la foulée, l'instance européenne a également décidé de rompre son contrat de sponsoring avec Gazprom, sponsor officiel de la Ligue des Champions depuis 2012 et qui rapportait 40 millions d'euros par an à la plus prestigieuse des compétitions européennes. Schalke 04, qui a aussi pour sponsor Gazprom, a également décidé de rompre son contrat avec le fournisseur de gaz russe. La FIFA, jusqu'alors assez réservée sur les sanctions à prendre envers la Russie, a aussi décidé de frapper très fort, excluant le pays des Tsars des barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde 2022 qui auront lieu à la fin du mois. Par ailleurs, la Pologne, la Suède ainsi que la République tchèque ont fait part dans un communiqué leur souhait de ne pas affronter la Russie lors de ces barrages qualificatifs pour le Mondial 2022. L'UEFA a aussi décidé d'exclure tous les clubs russes de toutes les compétitions européennes, Ligue des Champions, Europa League et Europa League Conférence. Le football n'est pas le seul sport à avoir décidé de mettre la Russie à l'écart de toutes les compétitions. L'athlétisme, le basketball, le volleyball, le handball, ainsi que la Formule 1 ont décidé d'isoler la Russie de tous les rassemblements sportifs possibles. Cette stratégie vise à mettre à mal Vladimir Poutine afin qu'il se rétracte sur l'invasion de la Russie en Ukraine. Vladimir Poutine, justement, a élaboré une stratégie usant du sport comme un puissant levier pour permettre à la Russie de retrouver le devant de la scène grâce à l'organisation d'événements sportifs d'envergure tels que les Jeux Olympiques d'hiver de Sotchi en 2014 ou encore l'accueil de la Coupe du Monde de football 2018. L'accueil de ces événements sportifs ont alors permis à la Russie de redevenir l'une des places fortes du sport mondial. C'est justement grâce à l'instrumentalisation du sport par Vladimir Poutine au pays des Tsars qui a permis à son pays de retrouver cette grandeur. Le président russe vantait comment le sport lui a permis de devenir un homme meilleur et a construit un culte autour de cela. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à lire la Sportokratura sous Vladimir Poutine, une géopolitique du sport russe, écrit par Lucas Aubin. Ce livre est très complet et t'explique comment Vladimir Poutine a su utiliser le sport pour arriver à des fins politiques. Au début des années 2000, lorsque Poutine a accédé au pouvoir russe, il a recommandé aux oligarques d'investir massivement dans le sport. Roman Abramovich, propriétaire de Chelsea qui a mis les Blues en vente, en raison de ses liens supposés avec Vladimir Poutine, Alisher Ousmanov, ex-actionnaire d'Arsenal et un des principaux sponsors d'Everton qui a vu ses contrats commerciaux avec les Toffees être suspendus, et enfin Souleiman Kerimov, l'ancien propriétaire de l'Anzy Makachkala. Avec plus ou moins de succès, ces mecs ont réussi à placer la Russie sur la carte du foot européen voire mondial. Roman Abramovich, dès sa prise de fonction en 2003, il a permis au club londonien de retrouver de sa superbe en remportant plusieurs trophées, mais aussi en investissant plus d'1 milliard d'euros. Néanmoins, la situation en Ukraine l'a contraint à mettre en vente le Chelsea Football Club afin de ne pas être sanctionné par le Royaume-Uni et l'Union européenne qui sont à la traque des oligarques russes supposés proches de Vladimir Poutine.
Pour Alisher Ousmanov, actionnaire majoritaire d'Arsenal de 2004 à 2016, il a décidé de vendre les Gunners car il ne voulait plus investir là-dedans, mais aussi parce que les Gunners traversaient une période assez délicate. C'est par la suite penché sur Everton en proposant des contrats commerciaux très juteux avant de voir le club liverpoolien mettre fin à cette collaboration en raison de ses liens proches avec Vladimir Poutine. Et si je te parle de Souleiman Kerimov, ce nom doit certainement te rappeler quelque chose. C'était l'ancien propriétaire de l'Anzi Makachkala, ce club qui, au début des années 2010, recrutait de nombreux stars tels que Roberto Carlos, Samuel Eto'o, Lassana Diarra ou encore Yuri Zirkov pour ne citer que. Son projet était très simple, attirer les meilleurs joueurs du monde afin de faire de l'Anzi Makachkala une équipe hyper compétitive capable de concurrencer les meilleurs clubs russes dans un premier temps et pour ensuite aller titiller les plus grosses formations européennes. Sa stratégie était très simple, offrir des contrats mirobolants à des joueurs qui sont sur une pente plus ou moins descendante. Par exemple, Roberto Carlos touchait 9 millions d'euros par an et avait reçu une Bugatti Chiron lors de son arrivée. Quant à Samuel Eto'o, il était tout simplement l'un des joueurs les mieux payés du monde lorsqu'il a signé au club russe. L'ancien international camerounais touchait un salaire annuel de 20 millions d'euros. Malheureusement, le projet ambitieux a pris fin 3 ans plus tard en raison des nombreuses dettes accumulées par Kerimov et le fait qu'il ne voulait plus du tout investir un seul rond dans le club du Daghestan. On a parlé de l'Anzi Makachkala, mais il ne faut pas oublier aussi qu'à une époque, le championnat russe avait parfaitement attiré des joueurs qui commençaient à être courtisés par les meilleurs clubs européens ou alors des joueurs qui étaient soit à l'apogée de leur, soit tout simplement à la fin de leur carrière. Je pense par exemple à Axel Witsel, Hulk ou encore Mathieu Valbuena qui ont cédé aux sirènes russes avec un confortable salaire à la clé. Si la stratégie de Vladimir Poutine se révèle efficace pendant plusieurs années, celle-ci comporte de nombreux couacs révélés à partir de 2014 avec l'annexion de la Crimée par la Russie, ainsi que la révélation de nombreuses affaires de dopage qui ont éclaté. Deux personnes vont alors révéler la triche et le dopage présents dans le monde sportif russe. Yulia Stepanova, spécialiste du 800 mètres et suspendue pour dopage, ainsi que son mari, ancien employé de l'agence russe antidopage, la Roussada. Ils ont produit 2 documentaires pour la chaîne allemande ADR dans lesquels ils montrent comment le dopage ainsi que la triche se sont imposés dans le monde sportif russe pour permettre aux sportifs russes d'accéder parmi les meilleurs de leur discipline, notamment dans l'athlétisme. C'est un modèle qui a été mis à mal par l'invasion de la Russie en Ukraine et qui risque d'avoir des conséquences ultra néfastes sur le long terme. Si les fédérations internationales ont décidé de tourner le dos à la Russie, le pays sait parfaitement que ces sportifs continueront à la représenter sous la bannière neutre. Néanmoins, un problème de taille risque d'apparaître quant à la réintégration des clubs de football russes aux compétitions européennes. Comment leur retour se fera-t-il? Quelles seront les places accréditées aux clubs russes pour les compétitions européennes? À l'heure actuelle, la Russie dispose de 6 places qualificatives pour les 3 Coupes d'Europe, à savoir la Ligue des Champions, l'Europa League et l'Europa League Conférence. Mais cela risque de changer. Ça aurait aussi une forte incidence sur le coefficient UEFA. Depuis 15-20 ans, plusieurs clubs russes qualifiés pour ces compétitions parviennent à accéder aux phases de poule de l'Europa League ou de la Ligue des Champions, avec des parcours plutôt honorables. Je pense par exemple au CSKA Moscou qui a remporté la finale de la Coupe de l'UEFA en 2005, ou alors au Zénith Saint-Pétersbourg qui, 3 ans plus tard, a lui aussi réussi à remporter la Coupe de l'UEFA face aux Glasgow Rangers et la Super Coupe de l'UEFA face à Manchester United quelques semaines plus tard. Voilà, la vidéo est finie. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. On se dit à très vite. Ciao!